Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Christian Ecker qui nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui en tant que vice-président d'Afaya pour venir parler des biostimulants et du rôle qu'ils peuvent jouer sur la fertilité des sols. Quelques mots sur les webinaires organisés par la chaire. Donc c'est la deuxième édition. L'idée c'est de pouvoir organiser une session tous les 2 mois, le dernier jeudi du mois de 17h à 18h30. Ce deuxième format porte aussi sur le grand thème identifié par la chaire sur la fertilité des sols. Je vous dirai quelques éléments sur la prochaine édition qui aura lieu donc le 25 mai à la fin de cette présentation. Christian, je vous laisse peut-être directement la parole pour vous présenter Afaya avant de rentrer dans le vif de votre présentation. Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Christian Ecker, je suis vice-président d'Afaya et également je dirige une société que j'ai créée pour le biocontrôle et les biostimulants. Donc on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter ces activités. Alors je vais d'abord commencer par vous parler un petit peu d'Afaya, puisque Afaya, c'est un syndicat professionnel qui a une trentaine d'années d'existence et qui travaille en gros sur trois métiers, on va dire, les supports de culture, les produits de paillage, donc ça c'est un collège, un autre qui concerne les fertilisants, bien même qui concerne les biostimulants. Donc ce syndicat, il regroupe aujourd'hui un peu plus de 100 entreprises, 103 entreprises en France, et c'est peut-être le syndicat le plus important au niveau des biostimulants de toute la France, qui représente 300 millions d'euros cumulés de chiffre d'affaires et un peu plus de 2000 emplois directs par rapport à ces activités-là. Ce syndicat, il agit pour représenter bien sûr ses adhérents, les professionnels auprès des institutions en France mais aussi en Europe. Il intervient sur la promotion des produits à mettre en valeur avec différents engagements de qualité. Il est aussi là pour informer des évolutions réglementaires, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, et évolutions normatives, et aussi pour fédérer et animer les relations entre nos adhérents. Et puis lorsque on nous le demande, vous verrez, nous intervenons aussi au niveau de la formation pour faciliter la compréhension, vulgariser un petit peu ces activités, notamment celles des biostimulants. Pour vous donner quelques exemples de ce que fait Afaya, nous construisons des chartes de qualité, donc il y a la charte support de culture. Nous travaillons à une charte aussi à venir sur les biostimulants. Nous avons créé l'Académie des biostimulants, on en reparlera tout à l'heure. Nous travaillons dans les systèmes et processus certifiés Calliope. Nous avons aussi un travail dans ce que l'on appelle le BN-Ferti, c'est-à-dire le Bureau de normalisation en France, et c'est l'AFNOR. Nous sommes aussi partie prenante de projets collaboratifs comme Bestim ou Succeed. Nous travaillons sur des contrats de solutions et nous avons aussi des colloques chaque année avec des concours étudiants. Voilà quelques exemples de l'activité de ce syndicat. Et quand on parle de biostimulants, je vous ai mis un peu les logos des 70 entreprises adhérentes sur le marché des biostimulants en France, représentent peut-être 90% du marché des biostimulants. Donc vous voyez aussi bien sur cette image des petites entreprises comme de grandes entreprises qui ont rejoint notre syndicat. Je vais continuer avec les biostimulants. Alors, c'est un sujet très vaste. Quand Pauline m'a demandé une intervention sur les biostimulants, je lui ai dit qu'il fallait certainement qu'on parte du plus général, mais qu'on essaye de faire un focus vers des exemples concrets, parce que c'est vraiment un domaine très, très, très large. Alors, c'est un mot qui commence à avoir une existence officielle. Il faut savoir que
biostimulant, il y a encore quelques années, même moins de 2 ans, ça n'existe pas dans le vocabulaire réglementaire français. Donc, nous faisons tous nos efforts pour qu'on lui donne un sens. Et aujourd'hui, il y a une définition officielle qui apparaît. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un biostimulant des végétaux? C'est un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux, indépendamment des éléments nutritifs qu'il contient. Dans un but et un seul, c'est d'améliorer une ou plusieurs caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère. Et là, ces caractéristiques sont les suivantes: efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, tolérance au stress abiotique et les caractéristiques qualitatives, ainsi que la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère. C'est un petit peu technique, mais c'est bien aussi fait pour expliquer les limites officielles de communication de ces biostimulants. Et on voit bien qu'on est dans le domaine abiotique, contrairement ou en parallèle du domaine biotique. Donc, les biostimulants n'auront aucune revendication, aucune allégation qui pourrait faire référence à des effets contre les maladies des plantes. Nous sommes bien dans un domaine abiotique. Donc, une fois qu'on a parlé de la définition des biostimulants, on va rentrer dans les fonctions de ces biostimulants. Donc, on considère les interactions globales autour de la plante et on va essayer de classer tous les produits qui favorisent ou améliorent au moins une de ces fonctions. Et les fonctions sur lesquelles on va faire le focus, ce sont l'absorption des nutriments, la biodisponibilité et l'efficience de l'assimilation de ces nutriments, la tolérance au stress abiotique, qualité de la culture ou le rendement, le maintien des niveaux de croissance et de production en conditions non optimales, et la stimulation et la fortification des plantes. Alors, chaque mot est vraiment pesé pour éviter de tomber du côté biotique, du côté de la protection sanitaire. Si on regarde les différents types de biostimulants, alors qu'est-ce qu'on va trouver dans les biostimulants? Ils sont caractérisés par leurs propriétés et leurs fonctions. Donc les origines assez diverses et les modes d'action qui sont très variés vont se retrouver dans 3 grandes catégories de biostimulants. On va parler de biostimulants organiques, et comme exemple, le plus connu, ce sont les algues. Donc, ces extraits d'algues. On peut trouver parmi ces algues de l'Ascophyllum nodosum, par exemple, certaines autres algues récoltées sur les côtes. Donc, tous ces produits à base d'algues, d'extraits d'algues, vont rentrer dans les biostimulants organiques. J'ai mis un lien qui vous permettra par la suite d'aller approfondir la question de ces biostimulants organiques où vous trouverez des hydrolysates de protéines, etc. La deuxième catégorie qui nous intéressera encore un petit peu plus dans cet exposé aujourd'hui, ce sont les biostimulants microbiens. Et j'ai pris l'exemple des mycorhizes. Donc là, on est dans une catégorie de biostimulants qui sont vivants, donc on est sur des organismes vivants, des champignons, entre autres, comme les mycorhizes, qui sont des champignons symbiotiques. Et dans cette catégorie-là, on va retrouver différents biostimulants. On peut trouver des bactéries, bien sûr. On parlera, par exemple, d'azospirillum. On peut trouver des rhizobiums. On peut trouver des azotobactères. Donc, on va trouver toute une catégorie de micro-organismes qui vont intervenir dans la fertilité des sols. Je vous ai également laissé un lien que vous aurez l'occasion de pouvoir ouvrir pour découvrir un peu mieux tous ces biostimulants microbiens. Et enfin, une catégorie peut-être un petit peu moins connue, qui sont les biostimulants inorganiques. Et là, on va parler de l'exemple du silicium. Vous aurez aussi l'occasion, si vous le souhaitez, de mieux connaître ces biostimulants, d'aller sur le lien que j'ai mis sur cette slide. Alors, je vais poursuivre pour juste vous dire que on peut les utiliser seuls, bien sûr, ces biostimulants, dans les milieux de culture, et les différents modes d'application peuvent être par pulvérisation sur les plantes,
Beaucoup d'entre eux sont utilisés, et notamment au niveau des micro-organismes, sur l'enrobage ou bien le pelliculage des semences. Dans ce cas de pelliculage, ce sont de faibles quantités qui sont apportées autour des semences. Et souvent, ils sont utilisés en combinaison avec des fertilisants. Donc on en trouve dans les supports de culture, dans les terreaux enrichis par exemple en mycorhizes, où le biostimulant, dans ce cas, va améliorer la vie du support de culture avec donc ces micro-organismes. Alors, si je fais un focus maintenant vers les mycorhizes, donc on est dans la catégorie des micro-organismes biostimulants, donc micro-organismes vivants. On peut prendre comme exemple les mycorhizes et aussi une bactérie qui s'appelle l'Azospirilla. Alors, qu'est-ce que c'est que ce micro-organisme mycorhize? Donc, pour redonner de la vie au sol et remettre en place ces mécanismes de symbiose, on cherche en fait à mettre en place une stratégie que je qualifierais stratégie d'augmentation. Dans tous les sols, il y a des micro-organismes. Le problème, c'est que souvent, ce ne sont pas ceux qui vont être efficients, efficaces sur les cultures, mais ce sont ceux qui sont là, fruit de l'histoire, fruit des différentes techniques qui ont été utilisées sur la parcelle. Malheureusement, certains labours profonds ont détruit une grande partie de ces micro-organismes. Dans d'autres cas, ce sont des fongicides ou des herbicides qui ont pu nuire à leur survie, et on se retrouve avec une population de micro-organismes existants qui ont subi une pression de sélection liée à différentes interventions humaines. L'objectif, dans le cas de ces apports de biostimulants micro-organismes, c'est de restaurer ces équilibres en ramenant une partie, pour partie d'entre eux, ceux qui vont amener aux plantes la possibilité de reformer autour de leurs racines une vie microbiologique importante et surtout qui va leur permettre de s'adapter aux conditions environnementales. Donc, on cherche à mieux alimenter la plante, on cherche à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais chimiques, et cette plante, avec les mycorhizes par exemple, aura une meilleure résistance au stress abiotique, principalement, on va dire, la sécheresse, qui aujourd'hui est un élément à prendre en compte avec les changements climatiques. Si on regarde l'Azospirillum, donc c'est une bactérie. Un petit schéma pour vous montrer comment ça fonctionne sur le cycle de l'azote. On parle de la vie dans le sol. À gauche, vous avez une petite plante, donc c'est une légumineuse, un haricot, sur lequel on va trouver sur ses racines des nodules qui sont en fait des rhizobiums. Donc ces bactéries vont fixer, grâce aux nodules, l'azote atmosphérique, va le transformer pour le rendre utilisable pour la plante. Mais il existe d'autres bactéries dans le sol, comme l'Azospirillum, qui est une bactérie fixatrice d'azote du sol, avec derrière tout le cycle de transformation de l'ammoniac vers les nitrites et les nitrates, pour finalement arriver à apporter aux plantes, qui ne sont pas des légumineuses, eh bien, les apports d'azote dont elles ont besoin. Quand on parle de mycorhize, alors, il faut savoir que c'est un champignon symbiotique qui vit uniquement en association avec les plantes, et lorsque ce champignon rentre à l'intérieur de la plante, on va trouver des arbuscules, du mycélium, des vésicules, des spores, et finalement cet ensemble qui est représenté par un fragment de racine mycorhizée, micronisée, qu'on appelle UPM, unité potentielle mycorhizogène, et qui représente en fait la capacité qu'on va avoir derrière à
mycorhizer d'autres plantes. Et aujourd'hui, les produits vont être commercialisés en nombre d'UPM par gramme. Combien y a-t-il d'UPM dans un produit biostimulant pour les mettre au pied d'une plante? Donc, ces différentes formes, en fait, on les retrouve dans les racines, puisque la plupart de ces mycorhizes, on parlera des ectomycorhizes, mais aussi des endomycorhizes, eh bien, se sont reproduites. Je vous montrerai une petite diapositive à suivre grâce à je dirais, une relation qui s'est créée avec une plante qui est en situation difficile. Lorsque les plantes rencontrent des conditions de vie compliquées, eh bien, elles vont émettre des exudats et ces petits champignons sont capables de détecter ces exudats et ensuite de coloniser cette plante, puisque c'est la plante qui appelle le champignon et non le champignon qui va vers la plante. Donc cette symbiose qu'on appelle mutualiste, c'est quelque chose d'extraordinaire qui existe depuis plus de 200 millions d'années, depuis la première plante qui est arrivée sur Terre et qui est en fait le lichen, qui est l'association d'une algue et d'un champignon. Et depuis ce lichen, eh bien, toutes les plantes venues sur Terre se sont construites avec ces symbioses pour permettre leur adaptation aux différents climats, aux différentes situations pédoclimatiques que peuvent rencontrer tous les végétaux sur Terre. Donc cette symbiose, elle est vraiment extraordinaire puisqu'elle crée une relation pour toute la vie de la plante entre une plante et un champignon, l'un et l'autre étant très dépendants et ayant des échanges qui sont réguliers et ces échanges sont destinés à ce que les deux organismes contribuent au développement du système. Voilà ce qu'on peut dire. C'est un partenariat, un véritable contrat qui existe entre cette plante et son champignon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Il existe évidemment différentes souches de ces champignons et il existe aussi différentes dépendances, ce qu'on appelle la dépendance mycorhizienne. C'est que toutes les espèces n'ont pas la même dépendance. Elles dépendent donc, prenons l'exemple d'une espèce extrêmement dépendante comme l'asperge et d'une espèce pas du tout dépendante comme l'épinard. Eh bien, chacune d'entre elles va avoir une relation différente avec ces champignons mycorhiziens du fait de leur dépendance. Plus elles sont dépendantes, plus le système de symbiose va se mettre rapidement en place et ça extrêmement efficace. Alors, on va dire deux grandes catégories, mais il y en a d'autres, je vous dis pas tout parce on y passerait des heures. Les ectomycorhizes. Donc, dans ces ectomycorhizes, je pense que vous connaissez tous la truffe, qui, elle, est une mycorhize que l'on consomme et qui a une certaine valeur. Et donc, ce sont des mycorhizes externes. Donc, ces ectomycorhizes, on va les retrouver sur les pins, sur les bouleaux, sur les hêtres, sur les noisetiers, sur les chênes. Donc, le système des cellules racinaires qui sont entourées d'un manchon, vous avez une petite photo d'un manchon mycorhizien sur la gauche, montre que ces mycorhizes vont se développer autour de la plante, mais à l'extérieur des cellules. Dans le cas des endomycorhizes, qui représentent plus de 90% des plantes sur Terre, on est dans un système où le champignon, il est présent à l'intérieur même des cellules. Il va rentrer dans les cellules et développer des arbuscules et développer des spores. Donc là, on est sur des systèmes très, très fortement liés aux cellules de la plante. Alors, voilà un petit schéma qui vous explique que quand on cherche des champignons dans la forêt,
on va trouver grâce aux ectomycorhizes, des bolets, par exemple. Et c'est l'expression, je dirais, visible de ce qui se passe. Alors, s'il y a des amateurs de champignons, ils savent que il faut savoir reconnaître les arbres aussi pour trouver certains champignons. Et donc, vous voyez ici les carpophores et puis les ifs qui ont permis l'arrivée de ces champignons. Donc, pour les ectomycorhizes, on est bien extérieur aux cellules de la plante, alors que quand on regarde à droite vers les endomycorhizes, on retrouve les vésicules à l'intérieur des cellules végétales de la plante. Voilà la grande différence. Il existe d'autres familles, bien entendu, sur les ericoïdes et sur, par exemple, les orchidées. Mais je ne vous en dirai pas plus là-dessus aujourd'hui. On va se contenter de ces deux familles-là. Alors, s'il y avait une slide sur laquelle il faudrait rester pour comprendre comment ça fonctionne, c'est bien celle-ci. Vous avez à votre gauche une coupe d'une radicelle à l'intérieur de laquelle on va trouver au centre le cylindre central de la racine et on va trouver l'épiderme, bien sûr. Et à un moment, on va trouver un endroit qu'on appelle l'apressorium, qui est un endroit d'entrée du mycélium et donc du champignon. C'est par cet endroit que, avec l'émission de l'exudat, le mycélium va se diriger vers la racine et rentrer à l'intérieur de cette racine pour aller se fixer sur le cylindre central et ensuite former des vésicules, des arbuscules à l'intérieur même de cette racine. Vous voyez qu'il y a des poils absorbants sur tous les plans. On peut les représenter ici avec un certain diamètre. Ces poils absorbants, ils sont beaucoup plus gros que le mycélium du champignon. Donc, on voit tout de suite qu'il va y avoir un avantage, c'est la capacité de ce mycélium à pénétrer les couches du sol qui sont assez difficiles à acquérir. Dans l'argile, par exemple, ce mycélium, il va gagner les couches inférieures à la recherche de l'eau, par exemple, alors que les poils absorbants ne pourraient pas le faire. On voit aussi sur cette diapositive la zone d'extension du mycélium par rapport à celle des poils absorbants qui sont plus ou moins autour d'1 millimètre, alors qu'on va trouver beaucoup plus que 4. Donc, ce mycélium très, très, très fin, il va aller chercher pour la plante ce dont elle a besoin, ce qui fait que la plante ne va pas utiliser son énergie à fabriquer des racines, elle va plutôt utiliser son énergie à fabriquer des feuilles, des fleurs, des fruits, et laisser le champignon prendre la place pour réaliser le système qui va transférer à la plante ses besoins nutritifs. Dans ces besoins, on va trouver de l'azote, de la potasse, on va trouver du phosphore, on va trouver de l'eau, des oligo-éléments, et ce petit champignon, devient un transporteur. Il favorise la transformation du phosphore non assimilable en phosphore assimilable, et il va ramener à la plante, tous ces nutriments. Donc, il travaille pas vraiment gratuitement, ce petit champignon. Il donne à cette plante tout ce dont elle a besoin, mais en échange, il va demander à la plante de lui fournir du sucre. Comment ce sucre est-il prélevé? En fait, on part du CO2 qu'on va trouver dans l'atmosphère et par la photosynthèse, la plante va transformer ce CO2 en oxygène et en carbone. Et ce carbone, pour une quantité qui est autour de 20%, va être donné à ce champignon pour le nourrir. Donc cette symbiose totalement bénéfique, un contrat à vie, fonctionne. D'un côté, le champignon récupère le carbone et de l'autre côté, le champignon fournit les éléments nutritifs. Alors ce champignon, évidemment, il va contribuer à réduire le CO2 et à stocker le carbone, qui peut avoir pour demain des solutions très intéressantes, parce que ça fait partie des problématiques que nous avons aujourd'hui,
sur la fixation du carbone. Donc, remettre ce champignon en place sur les nouvelles plantations de forêt, par exemple, eh bien, serait une des solutions pour augmenter la fixation du carbone. Alors, quand on regarde aussi cette diapositive, on se rend compte que ce champignon, une fois qu'il est rentré dans la cellule, passé l'épiderme, eh bien, il va épaissir les parois cellulaires. Il va les épaissir parce que c'est un moyen de protection pour empêcher d'autres champignons pathogènes rentrent dans cette plante, voire même, on va dire, certains nématodes pourraient contaminer la plante. On a de belles expériences et de beaux essais qui ont été faits en Afrique sur les bananes, où, eh bien, dans les terres contaminées par les nématodes, les bananiers mycorhizés poussaient beaucoup mieux que les autres, puisque en partie protégés contre les attaques des nématodes. Alors, je vous parlerai un petit peu, parce que là, je ne suis pas dans un domaine réglementaire, des actions qui se trouvent être du fait de ces biostimulants, mais qui n'entrent pas dans le cadre des allégations abiotiques. Donc, une diapositive importante pour comprendre. Et si on va beaucoup plus loin, on peut dire que les plantes entre elles vont s'interconnecter. Lorsqu'on est dans une prairie, par exemple, eh bien, les plantes ne sont plus individuelles, elles sont en relation collective les unes avec les autres. Les graminées sont connectées aux légumineuses, et il y a un système souterrain d'échange d'informations que, bien entendu, nous n'en avons pas la connaissance complète, mais ce sont des échanges qui permettent aux plantes de comprendre qu'est-ce qui se passe et de se protéger d'un certain nombre d'actions climatiques, et aussi de se nourrir. La légumineuse sait récupérer de l'azote, mais pas la graminée. Par contre, la graminée sait récupérer plus facilement du carbone, et donc ils vont échanger les unes et les autres les différents ingrédients qu'ils peuvent avoir besoin. Donc la mycorhize, c'est quelque part un réseau comme le réseau Internet, mais certainement beaucoup plus développé que le réseau Internet, puisque ce sont des millions de kilomètres souterrains de connexion entre les plantes. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas d'abonnement et que donc ça se passe très bien entre deux plantes, et c'est un système complètement durable. Alors, je me suis amusé à vous parler un petit peu de la vigne. Vous êtes à Bordeaux, vous êtes très concerné par les vignobles, et même si ce que je vais vous dire sort du champ de la biotique, c'est quand même intéressant d'en parler. Certains chercheurs, notamment en Suisse, et le centre Agroscope, très porté sur ces démonstrations de champignons mycorhiziens, ont mis en place des essais d'expérimentation en inoculant des jeunes plants de vigne. Donc, ils ont pris différents cépages, et ils se sont intéressés à comparer sur les résultats contre le mildiou de la vigne. Le mildiou de la vigne est quand même un des ennemis importants du vignoble. Donc, lorsqu'ils ont mis en contact du mildiou avec des feuilles de ces jeunes plants de vigne, sur l'exemple du chasselas, nous avons à gauche, sans mycorhize, un développement du mildiou, et à droite, pas de développement du mildiou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer cela? Eh bien, ils ont fait d'ailleurs un autre essai en utilisant un autre cépage 3309. On avait un peu moins, parce que c'était résistant au mildiou, un peu moins de mildiou à gauche, mais toujours pas du tout, ou très très peu à droite. Alors, en fait, le système qui explique pourquoi on n'a pas de mildiou, c'est que quand le champignon est rentré à l'intérieur des racines de la plante, il a développé la production de stilbène toxique pour le mildiou, et entre autres, ce stilbène, ce sont les resveratrols. Et ce resveratrol que l'on connaît, et qui existe aussi au niveau du corps humain, est une substance très intéressante. Donc, ce sont donc des substances biochimiques qui ont des propriétés pour éviter
la propagation par exemple ici, du mildiou. Donc cette démonstration scientifique de la production du resveratrol montre jusqu'où ça peut aller. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que j'attaque un peu plus les aspects réglementaires qui touchent les biostimulants? Ouais, j'en ai une. Oui, bonjour monsieur Lionel Jordan-Meil, je travaille à Bordeaux Sciences Agro. Oui. Donc vous avez dit pas d'abonnement. Bon, alors néanmoins, c'est quand même 20% du carbone. Oui. Ceci dit, si le carbone n'est pas consommé par ce champignon, est-ce qu'il est pour autant retenu par la plante ou bien est-ce que, d'après vous, toutes les plantes, de toute façon, à travers leurs exudats racinaires, perdent du carbone? Alors celui-là, on va dire, il est bien récupéré, mais est-ce qu'une plante non mycorhizée garde tout son carbone? Et en d'autres termes, si elle est bien nourrie, elle fait donc un peu plus de parties aériennes et de racines. Ou est-ce que de toute façon, c'est quand même des exudats racinaires perdus, sinon si les mycorhizes ne le prennent pas? Alors, je pense que avec ou sans mycorhizes, il y a effectivement du carbone qui va être stocké. Je pense qu'avec les mycorhizes, on va augmenter cette capacité. Le champignon va en récupérer peut-être aussi un peu plus que ce qu'il ne consommera lui-même, mais l'effet de la symbiose est bénéfique au stockage du carbone. Donc on aura plus de carbone, on aura un effet pour capter plus de carbone avec une plante mycorhizée. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à une plante non mycorhizée. Merci. Et donc, il n'y a pas quand même d'effet visible sur le rendement qui serait moindre, parce que si le cas, voilà. En fait, alors c'est assez intéressant de voir comment ça se passe. Lorsqu'on met en contact le champignon avec la plante, au moment où le mycélium va rentrer par l'apressorium de la plante et va se connecter à cette plante, il y a un effet dépressif. C'est-à-dire qu'au début, le champignon va pomper un peu les ressources de cette plante pour s'installer. Donc, quand on regarde la courbe de croissance, au début, on dit « Ouh là là, mais c'est moins bien ». C'est juste le temps de l'installation. Ensuite, le système se met en place et là, on récupère largement cet effet dépressif qu'on a eu dans les premières semaines. Donc, la croissance de la plante, non, elle est vraiment bien accentuée grâce aux symbioses. Alors, les effets rendement, c'est pas des effets extrêmement spectaculaires. Moi, tous les tests que nous avons menés, par exemple sur du maïs, sur du blé, sur du maïs, on va avoir des effets de rendement qui vont être de 7, 8, 9, 10%, mais pas des effets de 50% d'augmentation des rendements. Donc, on a des effets intéressants qui restent dans des mesures contenues qui peuvent quand même apporter certainement au niveau des producteurs et qui apportent un intérêt économique. Lorsqu'on fait pas 8% de plus de fraises ou 10% de plus de blé en fonction des régions, parce que si vous voulez mettre des mycorhizes en Beauce, ça n'aura aucun effet. Ils sont déjà à 110 quintaux de l'hectare, ils vont pas faire 112 ou 115. Par contre, si vous mettez des mycorhizes dans les Pouilles au sud de l'Italie où ils sont à 20 quintaux de l'hectare, là vous allez avoir des effets très impressionnants. Donc plus les conditions sont dépressives, difficiles, plus l'effet est important sur la plante. Merci. Et puis, j'avais une dernière question sur le phosphore. Vous avez dit que ça rendait le phosphore plus biodisponible. Oui. Alors, est-ce que c'est simplement un effet de l'augmentation de la prospection, parce que le phosphore est très faiblement mobile, ou est-ce qu'il y a vraiment un changement de forme au voisinage de la mycorhize, d'une forme vraiment non biodisponible qui passerait soluble, ou c'est simplement que l'extension permise par le réseau ramène dans le giron de la plante du phosphore qui sinon serait trop loin, entre guillemets? Alors effectivement, le phosphore, c'est vraiment un élément qui ne bouge pas beaucoup et d'ailleurs qui pose énormément de problèmes puisqu'on se retrouve avec des concentrations en phosphore. Si on regarde l'ouest de la France, il y en a pour des centaines d'années de ce phosphore qu'on a amené avec des apports produits bourrés de phosphore, issus de la nutrition des animaux. Évidemment, les déjections se retrouvent complètement concentrées de phosphore. Alors, répondre à votre question, je dirais les deux vont intervenir. Évidemment, la capacité des mycorhizes à aller chercher beaucoup plus loin tous ces éléments nutritifs, notamment le phosphore, mais aussi des actions pour le rendre plus assimilable par cette plante, parce que tous les phosphores ne sont pas directement assimilables. Si on voulait approfondir, là, il faudrait vraiment rentrer dans des détails d'explication de transformation biochimique. Je pense que ça pourrait être intéressant dans un cadre différent. Ok, merci. Est-ce
que vous avez encore des questions sur les mycorhizes. C'est un sujet extrêmement intéressant. C'est pas forcément connu, la mycorhization. C'est vraiment, de mon point de vue, une nouvelle orientation de l'agriculture qui peut se faire en prenant en compte ces symbioses. Dans mon esprit, ça va loin, dans le sens où la sélection des plantes qu'on a faites aujourd'hui n'ont pas pris en compte ces critères-là. Donc, on a pris en compte d'autres critères dans la sélection qui peuvent être le rendement, la qualité du fruit, sa résistance à certaines maladies, forme, côté d'une pomme par exemple, mais la capacité à se mettre en symbiose avec les micro-organismes du sol n'étaient pas dans les critères prioritaires des sélectionneurs. Et on le voit bien sur le blé, les anciennes variétés de blé sont beaucoup plus dépendantes que les nouvelles à ces micro-organismes du sol. Donc je pense qu'il faudra certainement reprendre en compte pour l'avenir et pour les cultures ces éléments-là, de façon à favoriser ces symbioses qui se développent vraiment naturellement et qui sont des systèmes. Si on regarde ce qui se passe au Canada, par exemple, eh bien, ce sont des territoires qui ont été recolonisés par les végétaux, et je pense par exemple aux extractions de minerais qui ont complètement détruit toute production végétale parce que en grande concentration, eh bien, les mycorhizes sont capables de faire aussi des barrières pour pousser dans ces endroits assez toxiques et donc revégétaliser des zones vraiment polluées. Donc, je crois beaucoup à ces micro-organismes du sol, mycorhizes et bactéries, pour demain modifier un peu nos itinéraires culturaux, favoriser d'année en année la vie du sol, ramener cette vie du sol au plus haut niveau, parce que c'est comme ça qu'on obtiendra une agriculture durable et on réglera un certain nombre de problèmes de pollution. Vous voyez bien les pollutions des nitrates, par exemple. Eh bien, si on met moins d'azote, par exemple, l'azospirillum va permettre de réduire entre 10 et 20% de l'azote mis dans le sol. Eh bien, toutes ces actions-là vont effectivement réduire les nitrates qu'on va retrouver dans l'eau, parce qu'on en mettra moins au départ. Donc il y a tout un raisonnement sur cette agriculture de demain, dans le raisonnement de la fertilisation et dans l'utilisation d'année en année. Un petit zoom sur la réglementation. Alors, c'est compliqué la réglementation, surtout en France, hein. La France est le pays le plus compliqué en termes de réglementation. Elle est en train d'évoluer. Donc, en France, on travaille avec des AMM, autorisations de mise en marché pour les biostimulants, qui sont donnés par l'ANSES et qui permettent donc la commercialisation de ce produit avec un numéro d'autorisation de mise en marché. Ça peut être compliqué, ça peut être long, ça peut être très très cher, et c'est valable que pour la France. Donc l'Europe a décidé de mettre en place une nouvelle organisation, harmonisation de la réglementation des biostimulants. Ce règlement harmonisé de toutes les matières fertilisantes et supports de culture, donc parce que les biostimulants sont classés MFSC, ça veut dire matières fertilisantes et supports de culture, pour faire que un seul dossier instruit dans un des pays de la communauté européenne permette la commercialisation dans tous les pays de l'Europe. C'est une voie très importante pour simplifier la commercialisation de ces produits dans toute l'Europe. Un seul dossier et vous ouvrez à toute l'Europe dans le cadre des normes. Donc ces normes européennes qui sont d'abord depuis le 16 juillet 2022 en application. Il faudra certainement attendre 2024 pour que tout soit stabilisé, mais c'est déjà d'application et ça va simplifier beaucoup de choses. Ça va coûter certainement moins cher et ça va permettre de contrôler ces produits-là pour éviter des dérapages dans la commercialisation et
je pense que tout le monde va vraiment avoir intérêt à ce que ces produits contrôlés se diffusent de plus en plus dans toute l'Europe. Donc comment se construit ce système en Europe? En fait, on va considérer des fonctions d'un côté et des matières premières de l'autre. Des fonctions, il y en a 7 qui ont été déterminées au travers de PFC, comme les engrais, les amendements minéraux basiques, les amendements, les supports de culture, les inhibiteurs, les biostimulants des végétaux et les mélanges. Alors ce PFC6 qui nous intéresse aujourd'hui va regrouper tous les biostimulants des végétaux. Et ils ont créé un PFC7. Et là, ça permet de faire des mélanges entre des biostimulants et d'autres produits, des engrais ou des amendements organiques, de façon à faciliter les combinaisons de solutions. Donc, toutes les familles de fertilisants sont concernées. Cette réglementation européenne ne va pas écraser la réglementation française, par exemple. Celui qui veut rester sur la norme française, donc il y a des normes NFU, il y a des AMM, vont pouvoir continuer de le faire. Dans chacune de ces catégories, de ces fonctions, des critères de qualité et des seuils d'innocuité ont été définis de façon à contrôler qu'il n'y aura pas d'organismes nuisibles, de taux d'infection. Pour vous donner l'exemple de l'Escherichia coli, par exemple, il y a des taux qui ont été parfaitement déterminés pour toutes les familles de produits. Et derrière, donc, on trouve des matières premières, évidemment. Et qu'est-ce qu'il y a comme matières premières? On va trouver des substances de base, des végétaux, des compostes, des digestats, des micro-organismes. Donc, vous voyez, quand on parle de biostimulants micro-organismes, on va être dans le CMC7, PFC6. On trouve aussi des polymères nutritifs, on va trouver des dérivés de sous-produits animaux, on va trouver des produits issus de la pyrolyse, par exemple, le biochar en fait partie. Donc, avec ces deux systèmes, on va faire des combinaisons et on va instruire des dossiers qui vont être pris en compte par ce qu'on appelle des Notified Bodies qui ont été déterminés dans chaque pays. En France, c'est Eurofin, par exemple, qui a été choisi comme Notified Body et il y en a dans tous les pays. Et donc, chaque membre de la communauté européenne peut choisir de déposer un dossier en France, en Belgique ou dans n'importe quel pays puisque les résultats ensuite seront utilisables dans l'ensemble de la communauté européenne. Donc voilà où nous en sommes. C'est un gros travail. Je suis moi-même project leader d'une norme européenne pour décrire les méthodes de quantification et de qualification de ces mycorhizes pour tous les laboratoires qui vont faire ces analyses afin de déterminer les méthodes. Ils doivent tous utiliser de la même façon dans tous les pays. Donc c'est pas forcément facile de mettre d'accord tous les experts européens sur ces méthodes et d'obtenir donc derrière un travail d'harmonisation entre laboratoires. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'il y ait moins de distorsion de concurrence entre les metteurs en marché. Moi, quand j'ai pris le dossier des mycorhizes, je me suis rendu compte que certains vendaient du mycélium, d'autres vendaient des spores, le troisième vendait des propagules, et il était impossible de savoir comparer les produits les uns avec les autres. Donc c'est pour ça que j'ai proposé la création d'une unité qui s'appelle l'UPM, unité potentielle mycorhizogène, afin que tout le monde dise, eh bien, dans cette unité, ma quantité, elle est je donne ma quantité par unité. Et on va enfin pouvoir se comparer les uns avec les autres. Donc on a aussi un contrôle environnemental dans le sens où il y a les seuils d'innocuité qui sont définis pour tous les produits avec des méthodes communes d'analyse et donc une amélioration pour les agriculteurs de l'accès à des fertilisants organiques. Voilà en gros pour ces 27 pays qui vont maintenant normalement parler d'une seule voix dans la commercialisation, la mise en marché des biostimulants. Donc, je passe un peu vite ces besoins d'évolution du texte. Il y a des choses qui doivent encore évoluer, comme par exemple sur les micro-organismes. Aujourd'hui, on ne trouve que 4 familles de micro-organismes qui ont été pris en compte par l'Europe. Il s'agit des mycorhizes, de l'azospirillum, des rhizobiums et de l'azotobactère. C'est beaucoup trop faible pour répondre à toutes les demandes qu'il puisse y avoir demain de l'utilisation des micro-organismes
dans la fertilité des sols. C'est un début et je pense que ça vient aussi du fait d'éviter des conflits entre micro-organismes biotiques et abiotiques. Certains d'entre eux, si je prends l'exemple du trichoderma, étant commercialisés dans un cas pour lutter contre des problèmes sanitaires et dans d'autres cas en tant que matière fertilisante support de culture. Donc ils ont voulu veiller au départ à éviter des conflits, mais il va falloir que ces listes s'élargissent. Ça fera l'objet de commissions qui travailleront là-dessus dans le futur. Donc moi, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la réglementation, mais si vous avez des questions sur la réglementation. Oui, je vous remercie pour votre présentation très claire et très intéressante. J'avais une question sur justement les listes des micro-organismes au niveau européen. Est-ce qu'ils doivent être sur les listes QPS, Qualified Presumption of Safety ou pas? Alors, les listes qui ont été faites de micro-organismes, je vous les ai données, il y en a que 4. Elles sont bloquées pour le moment. Ensuite, par rapport à cette exemption dont vous parlez, là, ça rentre dans la définition des seuils d'innocuité qui ont été définis pour chacun de ces catégories de produits. Donc là, je vous invite à aller sur le lien, je ne sais pas si Pauline, j'ai mis ce lien sur la réglementation européenne, mais il faudra peut-être le rajouter pour quelqu'un qui veut vraiment avoir une réponse encore plus précise. Mais il y a quelques milliers de pages à lire derrière, hein. Mais on va vous le faire suivre ce lien. Aujourd'hui, donc, cette liste, elle est courte et derrière cette liste, vous avez les critères des seuils à respecter. Mais il y a des critères de seuil, c'est-à-dire, ça veut dire quoi un critère de seuil? Par exemple, je vous disais tout à l'heure, Escherichia coli, vous avez un seuil maximum autorisé. Ah oui, au niveau de la pureté du micro-organisme qui est autorisé. Voilà. Mais concernant les micro-organismes qui sont autorisés, quels sont les critères qui sont pris en compte? Alors, les critères qui vont être pris en compte, on va faire de la caractérisation du micro-organisme. Donc, on va déterminer soit en biologie moléculaire, soit par d'autres méthodes, on va caractériser ce micro-organisme. Et le deuxième critère qui va être pris en compte, c'est la quantification de ce micro-organisme, donc pour déterminer s'il est conforme à l'étiquetage sur lequel, voir si cet étiquetage est conforme à la quantité du micro-organisme présent dans le produit. Donc on travaille sur la quantification et sur la caractérisation de ces micro-organismes, et ensuite sur leur innocuité par rapport aux seuils qui ont été validés par la Commission. Vous retrouverez ces seuils dans le document européen au journal officiel. Lionel, tu veux poursuivre? Oui, merci. Donc, j'ai bien compris, il y a un critère d'innocuité, il y a une obligation de présence et de caractérisation du micro-organisme. À l'heure actuelle, sur ces produits-là, il n'y a pas d'obligation de prouver par des indicateurs des intérêts agronomiques, et si oui, lesquels? Quels indicateurs là? Alors, effectivement, elles dépendent des allégations de chacun. Lorsque quelqu'un va dire, moi, mon produit, il permet d'augmenter de 10% les rendements, il va falloir qu'il apporte les datas qui vont bien pour montrer que c'est bien le cas. Donc, il y a des essais agronomiques qui vont accompagner les dossiers pour que, ensuite, les allégations qui vont être mises sur les étiquetages soient conformes. Donc, chacun peut avoir des allégations différentes. Quelqu'un peut dire, par exemple, moi, la mycorhize, elle va permettre d'améliorer la symbiose et l'absorption des minéraux. Ok, c'est une expérimentation différente de celui qui va dire, moi, ma mycorhize, elle augmente le rendement de 10%. Vous voyez, en fonction de ce que vous allez réclamer, vous devez apporter les preuves de ce que vous écrivez. Merci. J'ai une deuxième question à vous poser, toujours un peu sur le même sujet. J'ai vu passer des études d'Arvalis, que vous devez connaître, hein, oui. qui passent au banc d'essai tous les ans un certain nombre de biostimulants avec des résultats assez mitigés. Et ils ont beau recommencer les études année après année, il n'y a jamais grand-chose qui ressort. Ça jette un froid, je trouve, de lire ces posters. Est-ce que vous avez un élément d'explication là-dessus, sur la manière dont ils s'y prennent, ou est-ce que finalement on joue avec du vivant en conditions réelles et c'est peut-être pas les bonnes manières d'évaluer voilà, je m'interroge chaque fois en regardant ces résultats d'Arvalis qui essayent de quantifier le gain d'utilisation en substitution partielle ou en complément des engrais minéraux.
Ce que je vois d'une façon un peu générale et que je retrouve dans les problèmes qu'on peut avoir avec l'ANSES sur l'évaluation des dossiers des biostimulants, qu'on a un peu tendance à comparer le chimique avec le biologique. Il est vrai que lorsqu'on fait des expérimentations de traitement de culture avec des produits chimiques, on a des effets qui sont souvent 1 ou 0, mais qui sont assez nets à observer et qui sont assez rapides dans leurs effets. Avec les biostimulants, on rentre dans un domaine tout à fait différent. On est dans le domaine biologique, on est dans un domaine où c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est souvent gris, et ça peut mettre du temps à s'exprimer. Et les sols dans lesquels vont être faits ces essais peuvent avoir une influence aussi très importante sur les résultats. Et enfin, les toutes petites surfaces habituellement faites pour ces stations d'essai, qui peuvent être de quelques mètres carrés pour des raisons qu'on comprend très bien, hein, parce qu'ils ont 10 000 produits à faire, ils vont pas faire 10 000 hectares d'essais, eh bien, ces micro-parcelles peuvent aussi expliquer la difficulté de l'expression de ces biostimulants, pour lesquels on a plus facilement des résultats sur des parcelles beaucoup plus grandes, où les effets vont s'exprimer grâce d'abord à ces symbioses qui se font entre les plantes, et à l'analyse qu'on en fera derrière sur des volumes beaucoup plus importants, parce que les conclusions, pas facile de les tirer sur 2 mètres carrés, c'est beaucoup plus facile de les tirer sur 1000 ou 5000 mètres carrés que sur 2 mètres carrés. Donc on est dans des domaines très différents, on a des expertises de personnes aussi qui sont pas toujours des spécialistes de ces nouveaux facteurs très vivants, biologiques, très différents des produits chimiques. Donc il peut y avoir des explications de ce genre. Et puis il y a le climat, il y a les variations, ce qui fait que d'une année à l'autre, on peut avoir des résultats tout à fait différents avec le même produit et la même culture, parce que l'expression c'est pas réalisé de la même façon. Problème de température, d'ensoleillement, d'humidité. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup plus qui font beaucoup plus facilement varier les résultats que lorsqu'on fait un traitement chimique. Merci. Donc c'est pour moi, voilà, les explications. Après, il peut y en avoir d'autres. Hein. Est-ce qu'ils ont testé des produits où il y avait rien dedans? Effectivement, là, c'est difficile d'avoir un résultat. Mais souvent, un très bon produit peut avoir des variations dans l'expression des résultats qui vont arriver. Parce que c'est biologique, parce que voilà, on parle pas du tout de la même expression de l'application. Merci. Si ça vous dérange pas. Je vous en prie. Effectivement, je suis totalement d'accord avec vous et c'est là où on s'aperçoit que justement tout ce qui est essai jusqu'à présent était bien normalisé. Quand on se rapproche des centres d'essai, ils sont parfaits pour mesurer l'efficacité d'un produit chimique bien défini, ça y a aucun problème. Mais là, on rentre dans un autre paradigme et c'est vrai que souvent les centres d'essai n'ont pas encore intégré des méthodes qui vont être plus innovantes pour examiner des produits. Je sais que nous, on travaille beaucoup sur les extraits végétaux et on est obligé d'innover même sur les essais et les mesures que l'on fait, que l'on réalise et ce sont des méthodes d'analyse et des méthodes d'essai qui sont pas du tout habituelles pour prouver le fonctionnement des biostimulants. Là, nous, on a fait des analyses protéomiques, c'est-à-dire des profils analytiques de protéines à l'intérieur de la feuille. Et voilà, donc ça, cet exemple-là montre que les centres d'essai aujourd'hui en France doivent aussi se remettre en question et adapter des nouvelles méthodes pour mesurer l'effet de tous ces biostimulants. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'ils seront amenés à le faire. On travaille en ce moment sur le projet qui s'appelle le Grand Défi du biocontrôle et des biostimulants, et les centres d'essai sont associés à la création de ce grand défi, parce qu'effectivement, on peut pas continuer sur les mêmes bases. Il va falloir évoluer sur l'évaluation, sur les techniques, et on est bien équipé aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça peut expliquer aussi ces résultats assez aléatoires qui sont observés aujourd'hui. Oui. Oui, bonjour. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir effectivement normer les efficacités sur ces produits-là pour que les utilisateurs puissent avoir des vrais repères. Je pense que ça passe par plusieurs étapes qu'il va falloir avoir en tête. Déjà, il va y avoir une obligation, on va dire en partie scientifique, en tenant compte de cette spécificité de la différence avec des produits chimiques et
et des efficacités qui sont sans doute différentes. Et là, va falloir travailler sans doute avec la recherche et avec les pouvoirs publics sur ces questions-là. Je pense à une chose toute bête, mais l'EFSA travaille sur un guideline, par exemple, sur les molécules minérales. Je pense que lancer au niveau européen un guideline sur l'évaluation des biostimulants, alors après avoir qu'est-ce qu'on évalue en premier, est-ce que c'est l'efficacité sur la stimulation de croissance des plantes, sur l'efficacité phytosanitaire, enfin parce qu'il y a différents pans et différents corps de scientifiques à aller chercher, mais il y a vraiment un travail à faire sur ce guideline et peut-être qu'il faudrait anticiper ces choses-là. Il y a un vrai travail à faire et je pense que l'EFSA et la Commission européenne peut être aussi moteur sur ces questions-là, quoi. Oui, non, mais vous avez raison. Il y a beaucoup de travaux qui vont être nécessaires. Maintenant, il faut démarrer. Il faut aussi permettre au début de faire du tri dans tous ces produits. Donc, parce que il y a quand même, j'aime pas trop prononcer ce mot de poudre de perlimpinpin, mais il y en a eu quand même pas mal. Il y en a toujours. Et il y en a peut-être encore. Et je pense que la première étape, ça va être déjà de faire du tri entre tous ces produits-là. Mais il faut avoir une norme, il faut avoir des règles, entre guillemets, communes d'évaluation pour pouvoir se permettre de faire ce tri, quoi. La première règle, celle que je vous ai donnée, c'est quantification, qualification et respect des seuils. Déjà, avec ça, vous allez éliminer énormément de produits qui n'ont pas justement fait ce travail, ou dont la quantification n'est absolument pas suffisante pour arriver à avoir un effet. Donc, on va déjà, première étape, trier les produits et on va éliminer tous ces produits qui sont pur marketing et qui n'ont aucun effet agronomique. Tout à fait. Et là, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle. Il faudrait pas que les biostimulants, parce que je pense qu'il y a un vrai développement à avoir derrière, tombent dans l'écueil qu'ont eu les phytos, entre guillemets, que ce soit les firmes qui fassent les évaluations d'efficacité, entre guillemets, quand ils les déposent derrière. Je pense qu'il faut avoir quelque chose de commun qui peut être un couple pouvoir public firmes qui sont en développement, mais des choses communes de normation des efficacités, quoi. Voilà, alors ça en Europe, ça sera les notify body qui vont y travailler. Oui, mais je parle sur les efficacités. Ah, sur l'efficacité, oui. Sur les efficacités, je parle. Bien sûr. Donc ça faudra aller plus loin. Mais vu l'état du marché, mon point de vue est qu'il faut déjà commencer et faire avancer et pas tout complexifier tout de suite, parce qu'on va tomber sur un blocage et il y aura quelques firmes qui pourront passer les barrières, vous voyez. Je suis d'accord, mais il faut dès maintenant prendre le sujet en main, je pense, pour que ce ne soit pas les firmes qui ont le plus les moyens, qui mettent l'argent en interne pour le développement, mais qu'elles commencent à mettre de l'argent dans un pot commun pour avoir des choses normées entre tout le monde, que ce soit pas que du développement inter-entreprise sur la normation de ces choses-là. C'est commencer à travailler sur un pot commun de normation des efficacités, quoi. Oui, c'est un sujet intéressant. Alors, aussi, ce qu'on peut dire, vous savez, pour les tri derrière, quand une entreprise qui commercialise ses produits, ses clients ont des résultats, c'est comme ça que ça va aussi se clarifier. Les bons produits vont continuer de se développer et les moins bons vont disparaître. Regardez la vigne, vous êtes dedans. Lorsqu'on a des bons effets avec la mycorhisation de la vigne, on n'a pas envie d'arrêter, on va continuer, et puis on va choisir les meilleurs produits pour y arriver. Donc, je crois que la démonstration aussi par le producteur dans sa culture est extrêmement importante, peut-être même plus importante que la démonstration dans un champ d'essai. Parce que tous ces champs d'essai, on va faire ensemble, il reste des essais qui sont faits avec certains types de techniques, avec des outils qui sont pas forcément ceux du viticulteur qui va derrière le mettre en place. Je suis d'accord, mais il y a sur certains sujets, il faut être vigilant. Sur tout ce qui est stimulation de croissance, etc., je pense qu'on a le temps, on peut implanter des choses, on peut voir sur du moyen terme, voire du long terme. Et là, les choses, je suis assez d'accord que les choses efficaces et pertinentes, elles resteront. Sur la partie plus phyto, moi, un point de vigilance qui ressort de mes élus, c'est de pas envoyer des gens aussi au casse-pipe. On sait que pour l'instant, on est sur des produits qui viennent en complément et qui permettent dans des moments de moyenne faible pression d'avoir une certaine efficacité mais que pas complète. Il faut faire attention aux allégations pour pas envoyer au casse-pipe certains vignerons sur des années où on va se prendre des branlées de milieu entre guillemets et il faut pouvoir assurer ça entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends très bien, mais je vous rappelle que ces biostimulants ne peuvent pas avoir d'allégations phytosanitaires. C'est complètement interdit. Ce que je vous ai montré, c'était un petit peu un éclairage. Ce que vous pouvez espérer obtenir, mais jamais vous ne le verrez sur l'étiquette des biostimulants
que Tout à la fait. mycorhize a une action sur le mildiou. Ah non, mais la mycorhize, ça, je suis bien d'accord. Ouais. Voilà. Mais tous les biostimulants n'ont pas d'autorisation de revendication phytosanitaire. Ouais, oui, je suis d'accord. Ah oui, parce que derrière, vous passez dans ce qu'on appelle le biocontrôle. Et là, on a d'autres produits, mais on sort du cadre des biostimulants, on rentre dans le cadre du biocontrôle et on va retrouver les micro-organismes à Ouais, vocation il y a des produits en commun, il y a phytosanitaire. des produits en commun entre les deux, quand même. Il y a des combinaisons de solutions en commun, mais il n'y a pas de produits. Il y a des produits qui sont à la frontière. Si on prend le trichoderma, il est un peu à la frontière des deux. Mais en aucun cas, on ne peut mettre une revendication phytosanitaire sur un biostimulant alors que c'est un produit de biocontrôle. Là, il y a une barrière réglementaire très stricte. Je peux vous assurer que la DGCCRF Ouais, non, mais je le sais. parfaitement attention. Donc tous ceux qui le font, il y en a peut-être, eh bien, sont sous le coup d'une interdiction. Alors notre syndicat, nous, travaille là-dessus aussi pour mettre de l'ordre, je dirais, dans ses propres adhérents, en étant très vigilant sur ce genre de sujet. Mais il faudra aller plus loin demain au niveau de l'Europe, parce que si ça se produisait, ben ces produits-là seront interdits. On a des actions qui vont vous intéresser pour prolonger notre discussion d'aujourd'hui. Vous avez un lien que Pauline va vous donner sur l'Académie des biostimulants. Vous allez retrouver énormément d'informations techniques. Et surtout, nous avons contribué à la vulgarisation au niveau de l'Europe en 4 langues sur biocontrôle et bien sûr biostimulants au travers de My Green Training Box, où Pauline va vous laisser un lien. C'est complètement gratuit, c'est en 4 langues et vous avez pour chacun des sujets 2 à 3 minutes de films qui sont donc des films animés, des dessins avec des explications techniques pour donner à chacun la compréhension de ce que c'est que une bactérie comme l'azospirillum, qu'est-ce que c'est qu'une mycorhize, qu'est-ce que c'est qu'un engrais organique, comment parle-t-on de la fertilité des sols. Vous allez trouver peut-être une centaine de films disponibles, entièrement disponibles et gratuits pour vous, pour vos étudiants, une mine d'informations où de nombreux experts européens ont contribué à cette réalisation et je vous invite à y aller. Il suffit juste de mettre votre adresse mail et vous avez gratuitement accès à toutes ces données. Voilà, et ben c'est une très bonne manière de conclure votre présentation et merci de jouer le jeu du coup du temps imparti. Je vous mets juste en partage d'écran un aperçu vers Green Training Box. En effet, c'est une vraie mine d'informations, sont référencées dessus toutes les personnes qui sont intervenues pour la production des contenus. Vous avez différentes thématiques. Alors celui qu'on avait retenu pour aujourd'hui, c'était les biostimulants microbiens, mais qu'on n'a pas le temps de vous présenter. Mais du coup, vous avez les experts référents cités en haut à droite et puis différentes ressources avec, justement pour répondre à ta question, Lionel, sur comment on fabrique les biostimulants. Tu as une vidéo en 4 minutes 22 qui te permet de répondre à cette question. Voilà, c'est la possibilité. Je vous invite à aller visiter ce site en créant votre compte. Alors, merci beaucoup Christian pour votre présentation. Merci à tous pour vos réactions, vos questions, vos compléments d'informations ici. Donc notre prochain rendez-vous, ce sera le 25 mai à la même heure pour parler de la fixation d'azote par les légumineuses. C'est un travail qui a été réalisé par un de nos collègues, Pietro Barbieri, qui est enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro et qui présentera la revue de la littérature sur le sujet lors du prochain webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite à tous une excellente soirée.